Bonjour mes chers élèves, je me présente, Madame Leïla Al-Ajmi, professeure principale émérite grade exceptionnel, exerçant au sein du lycée Mohamed Ataya Khaznadar. Mes chers élèves, on a préparé pour vous ces séquences d'apprentissage télévisées pour vous éclaircir certains thèmes du programme des SVT de la 4e science expérimentale, 4e maths ainsi que la section sport. On a travaillé en équipe et en collaboration, encadré par Madame Nejied Ridi, inspectrice générale des SVT de la région Tunis 2. Mes chers élèves, on va entamer notre leçon dans le cadre du thème Reproduction humaine et santé, chapitre 3 Procréation, par une deuxième leçon, les étapes et les conséquences de la fécondation. Rappelons-nous, chers élèves, que nous avons déjà diffusé une première leçon dans le cadre du même chapitre 3 la procréation, une leçon intitulée « Les conditions de la fécondation » dont voici le rappel. Alors, les conditions de la fécondation porteront sur 3 volets. Les conditions relatives à l'homme, les conditions relatives à la femme, ainsi que les conditions relatives à la période de fertilité. Alors, pour les conditions relatives à l'homme, nous avons donc, il nous faut un sperme normal, des spermatozoïdes fécondants. Les conditions relatives à la femme, il faut une ovulation normale, une glaire cervicale normale filante perméable aux spermatozoïdes et des voies génitales femelles perméables et non obstruées. Enfin, les conditions relatives à la période de fertilité, il faut avoir des rapports sexuels pendant la période de fertilité. Pour ceci, mes chers élèves, on va entamer notre deuxième leçon, qui est les étapes de la fécondation. Pour ceci, on va vous diffuser une petite séquence vidéo qui va donc nous éclaircir certains points. Lors d'un accouplement, environ 300 millions de spermatozoïdes sont projetés dans le vagin d'une femme. Peu de temps après, des millions d'entre eux ressortent du vagin ou meurent par les sécrétions vaginales acides. Ensuite, les spermatozoïdes doivent passer par le col de l'utérus afin de rejoindre la cavité utérine. Les spermatozoïdes franchissent la glaire cervicale qui, au cours de l'ovulation, facilite le passage des spermatozoïdes. En effet, la glaire cervicale au cours de l'ovulation est à maillage lâche et filante. Les spermatozoïdes continuent de nager pour rejoindre l'utérus, même si des millions d'entre eux meurent et traversent la glaire cervicale. Généralement, ce sont des spermatozoïdes anormaux ou non vigoureux. Dans l'utérus, les contractions des muscles utérins aident les spermatozoïdes à rejoindre l'ovocyte au niveau du tiers supérieur de la trempe. Une partie des spermatozoïdes se dirige vers la trempe de Fallope vide, alors que d'autres spermatozoïdes se dirigent vers l'autre trempe contenant l'ovocyte du côté de l'ovaire qui a ovulé. Pour continuer leur chemin, les spermatozoïdes se déplacent à contre-courant. Une partie d'entre eux va être piégée dans les cils qui tapissent la trempe. Il faut rappeler qu'au cours de ce trajet, il y a capacitation des spermatozoïdes, c'est-à-dire que les glycoprotéines membranaires des spermatozoïdes seront démasquées. Enfin, les spermatozoïdes atteignent l'ovocyte. Seulement quelques dizaines de spermatozoïdes parmi les 300 millions initiaux survivent. Il va y avoir alors rencontre entre les gamètes mâles et femelles, qui est un ovocyte 2 entouré d'une couche de cellules folliculaires, la corona radiata. Mes chers élèves, cette séquence vidéo nous a montré le parcours des spermatozoïdes le long de l'appareil génital de la femme jusqu'à arriver au tiers supérieur de la trempe où il va rencontrer le gamète femelle ou ovocyte 2. Voici une interprétation schématique de ce parcours. Alors, voici une coupe longitudinale de l'appareil génital de la femme. Donc, au cours de l'accouplement, le sperme est projeté dans le vagin de la femme. Il va traverser le col de l'utérus où va se réaliser la capacitation
puis il va y avoir la rencontre des spermatozoïdes avec l'ovocyte 2 au niveau du tiers supérieur de la trempe où une éventuelle fécondation peut avoir lieu. Donc la fécondation est une union du gamète mâle avec le gamète femelle pour aboutir à une cellule œuf. Donc le problème qui va se poser, comment se déroule la fécondation et quelles sont ses conséquences. Donc le plan de notre leçon, ça sera le déroulement de la fécondation, les conséquences de la fécondation et une évaluation formative. Commençons par notre première partie, le déroulement de la fécondation. Alors, on va commencer par une activité. Les photos A, B, C, D, E, F, G, H et I représentent des figures désordonnées de la fécondation. Retrouvons l'ordre chronologique des événements illustrés par ces photos, proposons un titre aux figures ED, GA et FC. Alors, commençons par répondre à la première consigne, retrouvons l'ordre chronologique de ces événements. Alors, on va commencer bien sûr par la figure I et la figure B, parce que la figure I représente les gamètes mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes, alors que la figure B représente le gamète femelle, ou ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Donc, les gamètes mâles, comme on l'a vu dans la séquence animée, nous avons vu que les spermatozoïdes vont se rencontrer avec le gamète femelle. Donc, cette rencontre va être illustrée par la figure E. Le gamète femelle possède des enveloppes, à savoir les cellules folliculaires et la zone pellucide. Donc, le spermatozoïde doit les traverser. Elle a été représentée, cette étape, par la figure D. Ensuite, le spermatozoïde doit pénétrer le gamète femelle, c'est-à-dire il doit pénétrer la membrane plasmique de l'ovocyte. Donc, ça va être représenté par la figure G et la figure A. Et enfin, on va avoir une fusion des noyaux gamétiques mâles et femelles qui va être représentée par les figures F et C. Donc, notre ordre chronologique, comme le montre cette activité, c'est E, D, G, A, F et C. Passons maintenant à la deuxième consigne. Alors maintenant, on va proposer un titre aux figures ED ensemble, aux figures GA ensemble, ensuite aux figures FC. Alors, les figures ED, comme je l'ai expliqué ultérieurement, c'est la rencontre des gamètes, piégeage des spermatozoïdes et bien sûr la traversée de la zone pellucide. Ensuite, la pénétration d'un spermatozoïde, ça va entraîner l'activation du gamète femelle qui est l'ovocyte 2. Et enfin, on a la fusion des noyaux gamétiques mâles et femelles. Donc, à partir de ceci, la fécondation est un phénomène continu qui se déroule en 3 principales étapes. Alors, à savoir, cette première étape, la rencontre des gamètes, piégeage des spermatozoïdes et traversée de la zone pellucide, que l'on va la symboliser par l'étape A. Ensuite, la seconde étape, qui est la pénétration des spermatozoïdes, l'activation de l'ovocyte 2, qui est l'étape B. Et enfin, l'étape C. Comme vous avez compris, on va commencer par éclaircir l'étape A correctement au cours des séquences suivantes. On va commencer par la rencontre des gamètes. Donc, on voit dans cette séquence animée que l'ovocyte 2 est entouré par des cellules folliculaires et que les spermatozoïdes donc, vont arriver jusqu'à cet ovocyte 2. Ils vont essayer donc de traverser ces cellules folliculaires. Alors, on va vous montrer maintenant une interprétation schématique de cette séquence animée. Donc, les gens dans l'interprétation schématique d'une étape de la fécondation. Alors, la flèche numéro 1, elle va représenter les cellules folliculaires. La flèche 2, c'est un spermatozoïde. La flèche 3, c'est le premier globule polaire. Flèche 4, espace péri-ovocytaire. 5, ce sont des chromosomes. Mais le plus important,
c'est que ces chromosomes sont bloqués en métaphase 2, puisqu'on observe ici qu'ils sont disposés sur la plaque équatoriale. Enfin, 6 zones pellucides et 7 les granules corticaux. Décrivons maintenant cette étape de la fécondation. Alors, pendant cette étape de la fécondation, et comme la séquence animée le montre, il y a eu rencontre des gamètes et piégeage des spermatozoïdes par rétraction des cellules folliculaires. Alors, donc, cette rencontre des gamètes est suivie par beaucoup de phénomènes et on va éclaircir correctement ce piégeage des spermatozoïdes par cette séquence animée. Alors, on regarde ici que le spermatozoïde est en train donc de se frayer un chemin entre les cellules folliculaires pour arriver jusqu'à la zone pellucide. Mes chers élèves, après piégeage des spermatozoïdes, il va y avoir reconnaissance entre les gamètes. Cette activité va nous permettre d'éclaircir comment se fait cette reconnaissance entre les gamètes. Pour ceci, des observations au microscope électronique ont permis d'élucider le mécanisme de reconnaissance entre les gamètes. Le document suivant représente un schéma détaillé de la rencontre ovocyte-spermatozoïde dans la trempe. Identifions les éléments X et Y ainsi que les structures numérotées de 1 à 6. Alors, l'élément X, il est déjà connu, c'est un spermatozoïde, mais le détail ici qu'il faut l'ajouter, c'est un spermatozoïde capacité. L'élément Y, c'est un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. La flèche 1, c'est le noyau. 2, acrosome. 3, glycoprotéines. 4, récepteur membranaire, bien sûr, de l'ovocyte 2. 5, nous reconnaissons ici la zone pellucide. Et enfin, les granules corticaux. Décrivons les interactions entre les gamètes. Alors, nous constatons ici que, au contact de la zone pellucide, les spermatozoïdes, grâce à leurs glycoprotéines, se fixent sur des récepteurs protéiques situés à la surface de la zone pellucide de l'ovocyte, induisant ainsi une reconnaissance spécifique entre le spermatozoïde et l'ovocyte 2 appartenant à la même espèce. Passons maintenant à la réaction acrosomique. Une fois que le spermatozoïde va arriver en contact avec l'ovocyte 2, son acrosome va réagir. Donc, on va voir ici l'acrosome qui libère les enzymes ainsi que la zone pellucide de l'ovocyte 2. On va faire maintenant une interprétation schématique de la réaction acrosomique grâce à cette activité. Après la reconnaissance entre les gamètes, le spermatozoïde doit franchir un obstacle qui est la zone pellucide, expliquant la traversée de la zone pellucide par le spermatozoïde. Alors, grâce à l'action des enzymes libérées par l'acrosome et sous la poussée de son flagelle, un spermatozoïde perfore la zone pellucide et arrive au contact de la membrane plasmique de l'ovocyte, où sont libérées, comme vous voyez dans la diapo, les enzymes libérées par l'acrosome. On va passer maintenant à une autre étape. Donc, je vais rappeler par cette diapo, on a déjà terminé l'étape A. Ensuite, on va entamer maintenant l'étape B. Bien sûr, l'étape C, on va l'étudier ultérieurement. Alors, l'étape AB, qu'on va commencer bien sûr par la pénétration du spermatozoïde. Je vous rappelle que le spermatozoïde est au contact de la membrane de l'ovocyte. Il a déjà traversé la zone pellucide, il est donc dans l'espace péri-ovocytaire et au contact avec la membrane de l'ovocyte. Alors, le spermatozoïde s'accole tangentiellement à l'ovocyte, sa membrane plasmique fusionne avec celle de l'ovocyte et il s'enfonce dans le cytoplasme ovocytaire. On va voir maintenant comment la membrane va fusionner avec la membrane de l'ovocyte. Donc la fusion des membranes. Alors ça, c'est la zone pellucide, l'espace péri-ovocytaire
et de l'autre côté la membrane plasmique donc, de l'ovocyte 2. Donc on observe dans cette animation qu'il existe une fusion entre les deux membranes plasmiques des deux gamètes. On va interpréter maintenant schématiquement cette fusion des membranes. Alors le document suivant représente un détail des événements se déclenchant au niveau de la zone de pénétration du spermatozoïde. Exploitons ce document afin de décrire les événements conduisant à la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Alors, je rappelle que le spermatozoïde possède un centriole proximal, la membrane plasmique du spermatozoïde, donc elle est claire ici, ainsi que la membrane plasmique de l'ovocyte. Nous constatons qu'il y a eu fusion entre les deux membranes afin que le noyau et le centriole proximal progressent dans le cytoplasme de l'ovocyte et comme ça va conduire à la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. On va passer maintenant à une autre réaction, la réaction corticale, c'est-à-dire une réaction qui va être subie par les granules corticaux de l'ovocyte 2. Donc nous remarquons ici qu'il y a libération des enzymes des granules corticaux et on voit aussi ici les spermatozoïdes qui vont donc essayer de pénétrer dans l'espace péri-ovocytaire ici. Alors, l'interprétation schématique, la pénétration d'un spermatozoïde donc, déclenche un ensemble de transformations cytologiques. Donnons une légende à cette interprétation schématique. Donc, on voit ici les granules corticaux, les enzymes libérées par les granules corticaux, l'espace péri-ovocytaire où sont déversées ces enzymes, ainsi que la zone pellucide. Bien sûr, on voit ici que les récepteurs restants qui sont localisés sur la zone pellucide sont devenus dégradés. Décrivons maintenant les transformations cytologiques déclenchées par la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Les granules corticaux déversent leur contenu dans l'espace péri-ovocytaire par exocytose, donc des enzymes. Ces enzymes vont hydrolyser les récepteurs situés dans la zone pellucide. Celle-ci devient imperméable à d'autres spermatozoïdes, ce qui assure la monospermie. Cette monospermie est équivalente donc à un blocage de la polyspermie. Donc, je vais vous montrer maintenant une séquence animée qui va nous montrer comment les spermatozoïdes ne peuvent plus pénétrer. La zone pellucide, elle est devenue imperméable à d'autres spermatozoïdes. Donc, c'est le blocage de la polyspermie. Va y avoir aussi une reprise de la deuxième division de la méiose, parce que l'ovocyte 2 va être donc activé de façon cytologique et de façon surtout nucléaire. Donc nous remarquons ici qu'il va y avoir reprise de la deuxième division avec expulsion du deuxième globule polaire et formation des deux pronucléi mâles et femelles. Mes chers élèves, on va interpréter schématiquement cette reprise de la deuxième division de la méiose. Le document suivant représente la succession des transformations nucléaires suite à la pénétration du spermatozoïde. Décrivant les transformations nucléaires déclenchées par la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Alors, on remarque d'après ce schéma qu'il va y avoir donc achèvement de la deuxième division de la méiose et bien sûr expulsion du deuxième globule polaire et formation du pronucléus femelle. Le noyau du spermatozoïde gonfle et devient pronucléus mâle et son centriole proximal devient un astère. La fécondation est un phénomène continu, bien sûr qui se déroule en trois principales étapes. On va travailler maintenant l'étape C, qui est maintenant la fusion des pronucléi. Donc passons à l'étape C, qui va commencer par la cariogamie. Donc nous constatons ici les chromosomes de la cellule
œufs qui vont donc se former à partir des 2 pronucléi mâles et femelles. Alors, les figures suivantes représentent une autre étape de la fécondation, décrivant la suite des transformations nucléaires déclenchées par la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Le noyau donc de l'ovocyte, il va se réhydrater et gonfle, formant le pronucléus femelle. Les 2 pronucléi se rapprochent l'un de l'autre vers le centre de l'ovule. Ensuite, il va y avoir donc des synthèses d'ADN préparant la division qui s'effectue, puis les enveloppes des 2 pronucléi se rompent et les chromosomes paternels et maternels s'unissent, c'est la karyogamie. Et les chromosomes vont s'unir au niveau de la plaque équatoriale et ça sera une première étape de la première mitose de la cellule œuf qui est la métaphase. Exploitons les données précédentes afin de récapituler les transformations cytologiques et nucléaires subies par l'ovocyte 2 suite à la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Donc on va avoir 2 types de transformations, des transformations cytologiques et des transformations tout à l'heure nucléaires. On va commencer par la première transformation cytologique, c'est que les granules corticaux déversent leur contenu qui va hydrolyser les récepteurs des spermatozoïdes situés dans la zone pellucide. Ensuite, il va y avoir synthèse des protéines à partir des réserves cytoplasmiques. Maintenant, on va étudier les transformations nucléaires et qui sont plus nombreuses que les transformations cytologiques, à savoir l'achèvement bien sûr de la deuxième division de la méiose et expulsion du 2e globule polaire, synthèse d'ADN par réplication et duplication des chromosomes dans chacun des 2 noyaux gamétiques qui gonflent, rapprochement des 2 pronucléi, formation d'un astère à partir du centriole, puis l'astère se dédouble, et enfin fusion des 2 pronucléi ou karyogamie. Les étapes de la fécondation, maintenant, on va les récapituler ensemble. Donc, la première étape, c'est la rencontre des gamètes, piégeage des spermatozoïdes et la traversée, bien sûr, de la zone pellucide. Donc, ensuite, le noyau de l'ovocyte poursuit sa division et le contenu des granules corticaux rend impossible la pénétration d'autres spermatozoïdes. Elle sera suivie par une émission du 2e globule polaire et la formation des pronucléi mâles et femelles, puis fusion des pronucléi mâles et femelles ou karyogamie, qui va nous donner enfin une cellule œuf qui va commencer la métaphase de la première mitose. Mes chers élèves, maintenant, on va déterminer les conséquences de cette fécondation. Alors, on va commencer cette séquence par une activité. Le document suivant représente des figures simplifiées de 3 cellules sexuelles en division au cours de la fécondation. Alors, figure A, B et C, ainsi que D, identifiant les cellules A, B, C et D. À partir de l'exploitation de ce document, déduisons une conséquence de la fécondation. Commençons par la première consigne. On doit identifier donc les cellules A, B, C et D. Donc la cellule A, c'est un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. On peut le déterminer grâce aux chromosomes qui sont placés sur le plan équatorial. La figure B, on remarque qu'il y a des chromosomes vers les 2 pôles de la cellule. Donc c'est un ovocyte 2 en anaphase 2. Ça ne peut être que l'anaphase 2 puisque la précédente est une métaphase 2. Enfin, la cellule C, c'est un ovocyte accompagné d'une petite cellule qui n'a pas beaucoup de cytoplasme et qui est appelée le 2e globule polaire. Donc la cellule D, c'est le 2e globule polaire. À partir de l'exploitation de ce document, déduisons alors une conséquence de la fécondation. Donc, il va y avoir une reprise de l'activité cellulaire par la synthèse des protéines à partir des réserves cytoplasmiques et une reprise de la méiose grâce à l'achèvement de la 2e division de la méiose
et l'émission du deuxième globule polaire. Donc la conséquence de la fécondation déterminée par cette activité est la suivante. La conséquence de la fécondation ici, c'est l'activation de l'ovocyte. Alors, les photos suivantes représentent quelques étapes de la fécondation. À partir de la pénétration du spermatozoïde dans un gamète femelle jusqu'à l'obtention d'une cellule œuf. Les voici. Déterminant le nombre de chromosomes de ces cellules afin de préciser une autre conséquence de la fécondation. Donc, on observe ici un gamète femelle qui possède N chromosomes dupliqués. N chromosomes dupliqués, c'est-à-dire N chromosomes à 2 chromatides. Le gamète mâle, lui, par contre, il va avoir N chromosomes simples, c'est-à-dire il possède N chromosomes à 1 chromatide seulement. Le pronucléus femelle, lui, il va avoir N dupliqués, comme le pronucléus mâle. C'est-à-dire que le spermatozoïde qui avait N chromosomes simples va subir une duplication de ces chromosomes pour avoir N chromosomes dupliqués. La cellule œuf, donc elle va réunir les N chromosomes dupliqués maternels et les N chromosomes dupliqués paternels pour avoir 2 N chromosomes dupliqués. Donc la conséquence de la fécondation ici, c'est le rétablissement de la diploïdie. Je rappelle que la fécondation réunit au hasard 2 cellules ayant des lots haploïdes de chromosomes pour former une cellule œuf diploïde. Le rétablissement donc de la diploïdie est une conséquence de la fécondation. Passons, mes chers élèves, maintenant à une autre activité. Alors, sachant que le karyotype du spermatozoïde comporte N chromosomes simples, mais le pronucléus mâle en possède N chromosomes dupliqués comme le pronucléus femelle. On a ici donc N chromosomes simples au niveau du karyotype d'un spermatozoïde, une chromatide pour chaque chromosome. Là, on a N chromosomes dupliqués pour les chromosomes X et pour les autosomes, bien sûr, expliquant le rétablissement de la diploïdie de la cellule œuf. Et ensuite, déduisant une conséquence de la fécondation. Alors, mes chers élèves, on va expliquer le rétablissement de la diploïdie de la cellule œuf grâce à cette photo. Donc, cette photo, elle représente donc une cellule œuf ayant un pronucléus femelle. Ce pronucléus femelle, il va avoir un karyotype ayant N chromosomes entiers, possédant le chromosome X. Le pronucléus mâle, qui possède lui aussi N chromosomes toujours entiers, possédant le chromosome Y. Après leur fusion aux karyogamies, nous constatons qu'il va y avoir un rétablissement de la diploïdie. Et bien sûr, le sexe de cet individu, s'il est né, il va être donc de sexe masculin. Donc la détermination du sexe du zygote est une conséquence de la fécondation. Mais mes chers élèves, il n'y a pas que cette possibilité. Le pronucléus femelle peut être, toujours il est de chromosome X, mais le pronucléus mâle, il peut avoir lui aussi un chromosome X. Et lors de la fusion entre les deux pronucléés, il va y avoir rétablissement de la diploïdie et on va avoir un individu, donc, s'il est né de sexe féminin. Et donc, à partir de ceci, nous avons déterminé une autre conséquence de la fécondation qui est la détermination du sexe du zygote. Afin de déterminer une autre conséquence de la fécondation, on s'intéresse maintenant à la transmission des chromosomes sexuels des parents aux descendants. Alors, on va compléter l'échiquier du croisement, caractérisant la transmission des chromosomes sexuels des parents aux descendants. Alors, on va utiliser cette garniture chromosomique.
Donc cette femme, elle va avoir une paire de chromosomes sexuels X, X'. Cette garniture chromosomique va nous donner un pronucléus femelle ayant le chromosome X ou bien un pronucléus femelle ayant le chromosome X'. Le père, lui, il va avoir cette garniture chromosomique XY. Il va nous donner un pronucléus mâle ayant le chromosome X ou bien un pronucléus mâle ayant le chromosome Y. Lors de la fécondation, X peut rencontrer X maternel et X paternel, ou bien le chromosome X maternel va rencontrer le Y paternel, et ainsi de suite. Donc X' avec X ou bien X' avec Y. Déduisons maintenant le sexe de chaque zygote possible. Alors pour les individus ayant XX, ils seront donc de sexe féminin. Et pour les individus qui ont la garniture chromosomique XY, ils seront de sexe masculin. Donc, une conséquence qui a été déterminée à partir de cette activité, c'est le brassage de l'information génétique au cours de la fécondation. Alors, résumons maintenant, les conséquences de la fécondation sont l'activation de l'ovocyte 2, détermination du sexe du zygote, rétablissement de la diploïdie et enfin le brassage de l'information génétique. Mes chers élèves, maintenant, on va essayer d'évaluer nos connaissances. Alors, on va procéder par travailler ensemble un QCM. Alors, pour chacun des items suivants, de 1 à 4, il peut y avoir une ou deux réponses correctes, indiquant dans chaque cas la ou les lettres correspondant à la ou aux deux réponses correctes. Commençons par l'item 1. Parmi les événements qui se déroulent dans la trempe, on cite la réaction corticale, la réaction acrosomique, la capacitation des spermatozoïdes ou bien la nidation. Alors, les réponses qui sont correctes sont la réaction corticale et la réaction acrosomique. Item 2. Les enzymes des granules corticaux favorisent la pénétration du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte 2, ou bien assurent la dégradation des antigènes membranaires des spermatozoïdes, ou bien assurent la dégradation des récepteurs ovocytaires spécifiques aux spermatozoïdes. Enfin, favorise la polyspermie. La bonne réponse assure la dégradation des récepteurs ovocytaires spécifiques aux spermatozoïdes. Item 3. Le deuxième globule polaire possède le même nombre de chromosomes que l'ovocyte 1, qu'une spermatide, qu'un spermatocyte 1 ou bien qu'une cellule de la corona radiata. Alors, l'ovocyte 1 possède 2 N chromosomes dupliqués. Une spermatide possède N chromosomes simples. Un spermatocyte 1 possède 2 N chromosomes dupliqués. Les cellules de la corona radiata possèdent 2 N chromosomes. Donc, la question, le deuxième globule polaire possède le même nombre de chromosomes. Le deuxième globule polaire possède N chromosomes simples. Mais là, la question ne se pose pas sur l'état des chromosomes. Elle se pose sur le nombre de chromosomes seulement. Donc, le deuxième globule polaire possède N chromosomes comme la spermatide. Donc, l'unique bonne réponse ici, c'est B. Passons maintenant à l'item 4. Au cours de la fécondation, la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte 2 entraîne successivement les événements suivants. Alors ici, on va vous donner des événements qui sont désordonnés et vous devez les ordonner selon la succession des étapes de la fécondation. Les voici. Voilà. Donc, en regardant ces propositions, nous constatons que la bonne réponse est C. Il faut que la réaction corticale soit la première, ensuite l'émission du deuxième globule polaire, la formation des pronucléides suivie par la cariogamie.
et non pas le contraire comme les autres propositions. Mes chers élèves, maintenant, on va passer à un autre type d'évaluation. Alors, les documents 1, 2 et 3 représentent les structures schématiques d'un spermatozoïde, d'un massif cellulaire renfermant l'ovocyte 2 au moment de l'ovulation et d'une étape de la fécondation. À noter les documents 1, 2 et 3. Puis, mettre en relation les particularités des structures représentées par les documents 1 et 2 en rapport avec leurs fonctions pour assurer la formation de la structure représentée par le document 3. Alors, commençons par la première question. À noter les documents 1, 2 et 3. Donc, nous avons ici 1, c'est l'acrosome, 2, c'est le noyau, 3, mitochondries, 4, la queue, 5 chromosomes bloqués en métaphase 2. Il ne faut jamais oublier la précision en métaphase 2. 6 cellules folliculaires de la corona radiata. 7 zones pellucides. 8 granules corticaux. 9 pronucléus femelle. 10 pronucléus mâle. Ce pronucléus mâle est toujours en contact avec son astère. C'est comme ça qu'on peut le différencier du pronucléus femelle. Passons maintenant, mes chers élèves, à la deuxième question. La deuxième question, c'est écrit qu'il faut trouver une relation entre les structures du document 1 et du document 2 en rapport avec leurs fonctions pour assurer la formation de l'ovule ou de l'ovocyte. Alors, les caractéristiques cytologiques permettant aux gamètes mâles et femelles d'assurer la formation de l'ovule représenté par le document 3 sont. Alors, j'ai préparé un tableau pour répondre à cette question. Dans ce tableau, on va marquer le document 1 qui est le spermatozoïde, on va marquer le document 2 ensuite qui est l'ovocyte 2 et à chaque fois, on va déterminer les structures, donner leurs fonctions et ensuite chercher ces fonctions, comment ils ont assuré la formation de l'ovule. Alors, la première structure, la forme allongée, ainsi que la masse très faible du cytoplasme, assurent la mobilité du spermatozoïde. La présence de mitochondries permet de fournir l'énergie nécessaire au mouvement du flagelle. La mobilité du spermatozoïde ainsi que l'énergie nécessaire au mouvement du flagelle permettent la propulsion du gamète mâle pour atteindre la zone pellucide du gamète femelle. Présence de glycoprotéines sur la membrane de la tête du spermatozoïde, ceci a pour rôle la reconnaissance entre le spermatozoïde et l'ovocyte. De même pour l'ovocyte. L'ovocyte aussi, il présente des récepteurs au niveau de sa zone pellucide. Ces récepteurs vont permettre cette reconnaissance entre les spermatozoïdes et l'ovocyte. Cette reconnaissance déclenche alors la réaction acrosomique permettant la pénétration du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. Une autre structure de l'ovocyte 2, ce sont les granules corticaux, présents au niveau du cytoplasme de l'ovocyte 2. Leur fonction, c'est de déverser leur contenu enzymatique dans l'espace péri-ovocytaire, ce qui va dégrader les récepteurs restants et ce qui va empêcher alors la polyspermie. Enfin, l'ovocyte 2 présente des chromosomes bloqués en métaphase 2 et bien sûr, nous savons tous que les chromosomes sont le support du matériel génétique donc de cette cellule. Et ce matériel génétique est la moitié du matériel génétique de la cellule œuf qui va se former. Donc, l'ovocyte 2, après la pénétration du spermatozoïde grâce à la réaction acrosomique, il va achever sa méiose pour expulser le deuxième globule polaire et les noyaux de l'ovocyte ensuite et du spermatozoïde évoluent en pronucléi pour faire la karyogamie. Merci pour votre attention, mes chers élèves. J'espère que la séance d'apprentissage télévisé pour aujourd'hui a été bénéfique pour vous. Je vous souhaite une réussite pour votre examen. Et à la prochaine!